Anne Hidalgo, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous avez eu Christiane Taubira au téléphone? On a échangé par texto hier, mais je crois que tout est dit. Oui, tout est dit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous lui avez répondu? La même chose qu'avant, voilà, une candidature supplémentaire et non pas une candidature de rassemblement. Donc voilà, pour ma part, les choses sont claires. Vous savez, j'avance, j'ai un programme, j'ai aussi beaucoup de déplacements, un agenda qui est un agenda de rencontre avec les Françaises et les Français. Donc voilà, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, et on le voit par exemple avec cette élection au Portugal, partout où la gauche revient au gouvernement, c'est lorsque c'est une gauche social-démocrate qui a intégré l'écologie évidemment, mais qui est d'abord social-démocrate, qui s'occupe d'abord des classes moyennes, des catégories populaires, de la question du pouvoir d'achat, de la question du travail. C'est cette gauche-là que je porte et je continuerai à la porter. Quand Christiane Taubira affirme qu'avec 400 000 personnes qui ont participé à cette primaire populaire, finalement, elle a la légitimité pour représenter la gauche à l'élection présidentielle, vous pensez le contraire? Elle est une candidate de plus. Une candidate de plus. Votre 5e place, derrière l'eurodéputé Pierre Larrouturou, certains l'ont trouvée humiliante. Est-ce que vous-même vous êtes senti un petit peu humilié? Écoutez, franchement, voilà, je prends ça avec la distance nécessaire. Je remercie d'ailleurs les 40% qui ont trouvé que j'avais des qualités. Pour le reste, vous savez, je continue. Hier, un ami m'a dit, tu sais, à ce petit jeu-là, peut-être que François Mitterrand aurait été supplanté par quelqu'un qui n'a jamais réussi à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire à rassembler la gauche. Donc, j'avance. Cette gauche social-démocrate, c'est celle qui gagne aujourd'hui en Europe, c'est celle que je veux porter ici en France. Il n'y a pas un moment ou un matin où vous vous dites allez basta, trop c'est trop, entre effectivement Christiane Taubira, François Hollande, vous vous dites voilà je suis pas aidée et basta? Je pense aux Françaises et aux Français, je pense aussi à tous ces militants, ces militantes, ces sympathisants que je rencontre, qui sont là, qui me disent « ne lâche rien, s'il te plaît, ne lâche rien » ou « ne lâchez rien ». Je pense à elles et à eux, puis je porte mes idées avec conviction. Et je suis convaincue que pour que la gauche revienne au gouvernement en France, elle doit être cette gauche, bien sûr, de rassemblement, cette gauche républicaine, profondément républicaine, et cette gauche social-démocrate, celle qui gagne partout en Europe aujourd'hui. Un mot de ce qui se passe en ce moment dans les EHPAD. Oui. Effectivement, on a vu ce livre enquête qui soulève d'énormes dysfonctionnements concernant le fonctionnement donc de ces EHPAD. Qu'est-ce que l'État peut faire pour améliorer la situation de ces personnes âgées qui vivent souvent des moments difficiles, on l'a découvert dans ces lieux? C'est d'abord vraiment toute ma compassion et mon affection aux familles et à ces personnes. Ce que l'État n'a pas fait, ce que le gouvernement Macron n'a pas fait, c'est cette grande loi sur la dépendance qu'il avait pourtant promis. Il est clair que nous ne pourrons pas être dans la bienveillance et la bonne traitance de nos aînés si nous ne mettons pas des moyens supplémentaires. Des moyens, c'est des moyens humains? C'est des moyens humains d'abord parce que vous voyez, par exemple, pour maintenir à domicile, ça doit être ça le choix de notre pays, maintenir le plus longtemps possible à domicile, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus de personnel à domicile, que ces personnels soient soignés, soient formés, soient considérés, qu'ils aient des rémunérations, un statut qu'ils n'ont pas aujourd'hui et qu'ils soient plus nombreux. Je veux vraiment faire en sorte que le maintien à domicile, qui doit être vraiment notre priorité, se fasse avec une augmentation significative du nombre de personnes. Et puis, pour le grand âge, lorsqu'on a besoin d'aller dans une institution, là aussi, il faut plus d'encadrement. Vous savez, il y a des pays comme l'Allemagne où on a 8 personnes pour 10 patients. En France, on est très très loin du compte. Mais on ne s'en sortira pas à moyen constant. Mais est-ce que le coût en Allemagne est supérieur pour avoir sa place en EHPAD? Je ne connais pas de façon plus précise que cela le système allemand. Ce que je sais, c'est que l'on doit garantir un service public pour permettre à toutes celles et ceux qui doivent accompagner leurs parents vers cette grande dépendance de pouvoir bénéficier de ce service public à domicile, puis ensuite au niveau de ces établissements. Mais ce que je sais surtout, c'est qu'il faut qu'on y mette des moyens. Très clairement,
pour pouvoir avancer et accompagner nos aînés dans ce grand âge. Et c'est une chance pour nous d'avoir là aujourd'hui 4 générations potentiellement qui peuvent cohabiter. Eh bien, il faut y mettre ses moyens. Combien ? Je pense qu'il faut, en tous les cas, les chiffres qui évaluent les besoins en personnel et en équipement sont de l'ordre de 1 milliard par an pendant 5 ans pour les 5 ans qui viennent. Ce qui n'a pas été fait par le gouvernement, je le redis. Il avait dit que ça serait la jambe sociale de son programme. Il n'y a pas de jambe sociale et il n'y a rien sur nos aînés. Financé comment ? Pour moi, très clairement, financé par la réforme du droit des successions sur les très hautes successions. Vous savez que je veux exonérer jusqu'à 300 000 euros toutes les successions pour que les Français puissent bien sûr hériter de leurs parents. Mais je veux aussi pour les très hautes successions, au-delà de 2 millions d'euros, avoir là, pour le coup, une fiscalité supplémentaire qui ramènerait 8 milliards de plus, qui viendrait justement financer ce système pour permettre à nos aînés et pour permettre quelque chose qui n'est pas cette maltraitance. Vous savez, je suis extrêmement choquée de voir ce qui se passe, la façon dont on relègue, y compris dans des établissements privés, où les familles ont le sentiment qu'en payant plus cher, leurs parents vont être mieux. Eh bien non, parce qu'en fait, elles payent plus cher, mais elles rémunèrent des actionnaires, et pas forcément le bien-être de leurs parents. Un mot également maintenant sur le Mali. Les autorités maliennes ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France. Est-ce qu'il faut se désengager militairement du Mali ? Est-ce qu'il faut mettre un terme à l'opération Barkhane ? Il ne faut pas mettre un terme à l'opération Barkhane parce que c'est une opération qui garantit aussi notre sécurité. Je vois bien sûr cette difficulté, ce sentiment anti-français qui grandit en Afrique et au Mali. Ce qui se passe avec notre ambassadeur est inacceptable, mais je pense qu'il faut absolument rétablir aussi un lien de confiance avec les dirigeants africains. C'est une junte militaire qui est actuellement qui est d'ailleurs très donc c'est peut-être compliqué d'avoir des liens. Non, je pense notamment à l'Union africaine et je pense au rôle, par exemple, que peut jouer le président du Sénégal, Macky Sall, qui prend la présidence de l'Union africaine. Il faut et qui a condamné vivement, évidemment, avec les autres États africains, le coup d'État au Mali. Mais il faut reprendre un chemin qui soit un chemin non pas de la gesticulation diplomatique, mais bien du respect, pour que la France retrouve aussi une image qui est très 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 dégradée et qui ne peut pas être, je dirais, l'inscription des relations entre la France et l'Afrique dans les années qui viennent. Donc maintien des troupes, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, évidemment, il faut être aussi dans le pragmatisme et le réalisme. Ces troupes, elles ont été décidées à un moment donné, non pas de façon unilatérale, elles ont été décidées parce qu'elles étaient aussi demandées et dans un cadre international. Donc évidemment, garantir cela. Pour moi, le cadre aujourd'hui, il doit être européen. J'ai bien vu que, effectivement, y compris les soldats danois qui avaient été envoyés en renfort ont été aussi très mal accueillis et sont repartis. Donc, il faut absolument reprendre ce dialogue. La France et l'Europe ne peuvent pas être absentes à la fois de la lutte contre le terrorisme, mais aussi de toute l'aide au développement qu'il va falloir reprendre d'une façon beaucoup plus intense. Parlons maintenant d'un point de votre programme, notamment celui de l'ISF climatique que vous proposez. Alors vous n'êtes pas la seule à gauche, il y a Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, chacun avec des définitions un petit peu différentes. En clair, c'est taxer les grandes fortunes. Déjà, au-dessus de combien ? Est-ce que c'est au-dessus d'1,3 million, comme c'est le cas pour l'IFI actuellement ? C'est à peu près sur cette base-là, oui. Donc, taxer en fonction de l'impact carbone des investissements donc de ces grandes fortunes ? Non. Moi, je ne suis pas sur une usine à gaz. Ça, c'est l'usine à gaz. C'est celle de Yannick Jadot. Peut-être, en tous les cas, bon, je la qualifie comme ça. Je veux un système beaucoup plus simple, c'est-à-dire partir effectivement de ce qu'était l'impôt sur les grandes fortunes, qui a été supprimé par Emmanuel Macron, qui a fait un très grand cadeau, d'ailleurs sans poser aucune question, à ces grandes fortunes, pensant au ruissellement. Moi, je récupère cette manne-là, qui est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an pour le budget de l'État, et je fais en sorte que ces 4 milliards d'euros puissent être utilisés sur l'accompagnement social de la transition énergétique. Par exemple, c'est quoi ? Sur la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique. Vous savez qu'il y a beaucoup de passoires thermiques et beaucoup de Françaises et de Français ne peuvent pas engager les travaux parce que ça coûte cher. Je veux mettre en place un système
avec la Caisse des dépôts, qui est un système de tiers payant. Les Français n'auraient rien à avancer en fonction de leurs revenus. Et donc, par exemple, cet impôt sur la grande fortune financera ce type d'aide, ou financera aussi une autre mesure très importante que je propose sur la mobilité. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont impactés par le prix de l'essence. Vous savez que demain, dans quelques années, il n'y aura plus de voitures thermiques. Eh bien, il faut aider, accompagner les ménages, les classes moyennes et les ménages les plus modestes à aller vers l'achat ou le leasing de véhicules, qui soient des véhicules électriques ou des véhicules hydrogène. Et pour cela, je veux mettre en place un leasing qui permette à ces Français plus modestes et de classe moyenne de pouvoir bénéficier d'un véhicule propre à un prix qui serait celui de la voiture thermique d'avant. Et ça sera très très utile, par exemple, dans tous les territoires ruraux où il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de transports en commun. Sur la hausse des carburants qui intervient là en ce moment, et notamment à partir d'aujourd'hui, la hausse des carburants, la hausse aussi du gaz. Donc vous proposez un chèque, enfin... Alors je propose surtout là, à situation exceptionnelle sur la hausse de l'essence, une mesure exceptionnelle qui serait une baisse de la TVA. C'est simple, hein. Là vraiment c'est très simple. Mais est-ce que ça, pour le coup, ça alourdit pas considérablement les finances de l'État? On sait que chaque fois qu'on bouge, notamment la TVA sur l'essence, 1 ou 2 centimes, c'est des milliards à l'arrivée pour l'État. L'État doit être là aussi pour accompagner les Françaises et les Français qui sont dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile. Beaucoup de nos compatriotes ne vont plus pouvoir utiliser leur voiture ou sont en train de restreindre de façon considérable leur budget parce que l'impact de l'essence, mais même de l'énergie pour se chauffer à la maison est devenu prohibitif. Donc je propose, parce que c'est ça aussi le rôle de l'État, c'est aussi de protéger et de protéger en situation de crise, pas simplement ceux qui vont très bien, mais l'ensemble des Français. Donc je propose une baisse de la TVA à 5,5 pour l'essence, et que cette baisse de la TVA soit temporaire, le temps effectivement de passer le cap de cette crise de l'énergie. Donc c'est un peu le quoi qu'il en coûte des carburants. Écoutez, j'appellerais pas ça le quoi qu'il en coûte, j'appellerais ça le rôle d'un État protecteur pour ses concitoyens, et pas simplement pour ceux qui vont bien. Et on se pose beaucoup moins de questions quand il s'agit de supprimer l'ISF et faire un cadeau de 4 milliards à ceux qui vont vraiment très très bien, que lorsqu'il s'agit d'aider les 13 millions de Français qui aujourd'hui sont en grande difficulté par rapport à leurs déplacements, parce que l'impact de la facture essence est en train de plomber complètement leurs finances, et que beaucoup d'entre eux aussi vont même être obligés de compter des dépenses, y compris d'alimentation, et toutes les dépenses que normalement le salaire devrait permettre de surmonter. Là aussi, hein, et ensuite vous remettez la TVA au niveau qu'elle était avant la crise. Eh bien, je pense et ce petit passage-là, c'est pas un passage compliqué pour les Français qui ça a déjà sont habitués à un prix? Vous savez, ça a déjà existé, hein, ce qu'on a appelé à l'époque la TIPP flottante. Il y avait cette variation possible en fonction du prix de l'essence. Mais je crois que vraiment que le rôle de l'État, et surtout dans des moments comme ceux que nous vivons, c'est d'être un État protecteur. Et c'est ce rôle-là que je veux lui faire jouer. Et qu'on arrête de nous dire, chaque fois qu'on veut justement accompagner les classes moyennes, les catégories populaires, que ça serait insupportable et insoutenable pour les finances de l'État, lorsque, quand on regarde encore hier les gains de dividendes dans notre pays, et tant mieux que les grandes entreprises aient de la performance. Mais aujourd'hui, cette performance, cette valeur créée, il faut qu'elle soit mieux répartie. Dernier point, vous voulez aussi créer un ministère du climat. Est-ce que vous avez déjà un nom de ministre en tête? Pas encore, mais je pense que du climat, mais aussi de l'économie. Vous avez vu que c'est un numéro 2 du gouvernement que je veux mettre en place, mais qui aura aussi en charge l'économie, parce que je pense que ce qui est devant nous, c'est cette transformation aussi de notre économie. Vous avez peut-être vu dans mon programme, je propose 4 grandes odyssées industrielles pour redonner du travail, permettre justement de réindustrialiser nos territoires,
trajectoire et de nous appuyer sur quoi? Sur les besoins de cette économie nouvelle, moins carbonée, beaucoup plus liée à ces énergies renouvelables, qui va créer de l'emploi et qui va nous permettre, parce que je pense vraiment que le modèle que nous devons faire valoir, c'est que chacun dans notre pays puisse vivre dignement de son travail. Pour ça, il faut du travail et un travail qui rémunère justement les personnes qui les occupent. Pas de ministre ou de nom en tête à ce stade-là. Non, on va patienter alors. Merci beaucoup Anne Hidalgo. Bonne journée à vous. Vous aussi. Merci.